Depuis 10 ans, perché sur les hauteurs des collines varoises, le célèbre circuit Paul Ricard accueille chaque année le Grand Prix de France Camion. Et depuis 10 ans, le public ne s'y trompe pas. Devenue l'une des plus belles épreuves de sport mécanique, la Formule Camion rassemble là où les autres disciplines échouent. Ils sont en effet de plus en plus chaque année à vivre un moment unique fait de puissance débridée et de capots flamboyants. Car ici, mécanos et pilotes, routiers ou PDG d'usine, se côtoient et se rapprochent dans un même amour des mécaniques nobles et des chevaux majeurs. C'est avec, pour mot d'ordre, la passion, la convivialité et l'ambiance des plus agréables fêtes de souvenirs et d'anecdotes que tous ont contribué à faire des courses de camions, des événements sportifs incomparables, offrant un spectacle et des sensations inégalées. Il est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, les premiers balbutiements des courses de camions en France laissaient présager pour ces épreuves une belle popularité. Mais nul ne pouvait prévoir l'extension de ces courses à une Coupe d'Europe FIA et FISA et l'adhésion progressive de tous les constructeurs, des pétroliers, des équipementiers et même des pilotes professionnels issus d'autres sports mécaniques. La compétition proprement dite a commencé par l'épreuve nationale ouverte aux pilotes français. Aux essais chronométrés, Gérard Cuinet, Jacques Perret, Noël Crozier, qui par ailleurs courent en international, avaient réalisé les meilleurs temps. Délicate attention de leur part, ils ont laissé les autres pilotes français s'affronter et en découdre sans eux pour la première manche de cette épreuve. Christophe Joulier sur la première ligne. Il a signé le meilleur temps de tous ces pilotes français. À ses côtés, Nicolas Crozier, qui n'est autre que le fils de Noël Crozier, maintes fois champion d'Europe. Le Pestruck vient de s'effacer, le départ est donné. Selon la formule consacrée, le feu est rouge, il reste rouge. Et au feu vert, les pilotes peuvent s'élancer. C'est le cas maintenant. Tentative de passage par le centre d'Olivier Robineau qui ne réussit pas à remonter sur Nicolas Crozier. Et c'est Christophe Joulier qui prend l'avantage dès le départ donc. Et qui indiscutablement, puisqu'il avait réalisé le 4e temps lors des essais chronométrés, Christophe Joulier va donc d'ores et déjà se placer en première position. Derrière lui, Nicolas Crozier, puis Olivier Robineau et Michel Maudouin. Voici Olivier Robineau qui va essayer à maintes reprises, vous allez le voir, donc essayer de revenir sur Nicolas Crozier. Voilà, belle bagarre donc maintenant entre Christophe Joulier et Nicolas Crozier. Christophe Joulier, toujours à bord de son Phoenix, et Nicolas Crozier. Michel Maudouin aura réalisé durant cette première manche de l'épreuve nationale de bons temps également au volant de son White GMC. Il aura réalisé une 50-51. Gérard Parpillon en difficulté maintenant, donc venu buter sur le camion d'Alain Buffat. Michel Simor également qui tente l'impossible et Jean-Marc Miquel qui s'est superbement comporté lui aussi, très content de sa performance ici au Castellet. La première manche sera remportée donc par Christophe Joulier devant Nicolas Crozier. Et en troisième position, Olivier Robineau. Les deux courses nationales ouvertes aux pilotes français ne participant pas à la Coupe d'Europe sont depuis toujours des épreuves phares du Castellet. Les pilotes, plus besoin de les présenter. Ils ont pour nom le Toulousain Jean-Marc Miquel, le Montpelliérain Christophe Joulier, le Stéphanois Gérard Parpillon
ou autre Michel Maudoui. Leur légendaire accueil, une hospitalité sans limite et ce côté frêle qui fait conserver au Grand Prix son âme amateur. Et pourtant, cela reste pour eux un parcours du combattant. Les teams amateurs ont encore plus de difficultés que les autres à boucler leur budget. Leur participation aux courses se fait très souvent au prix d'énormes sacrifices. Jean-Marc, ça s'est passé comment pour toi? Pour moi, ça a été le summum de tout ce qu'on endure depuis 9 ans à préparer un camion. Alors explique-moi en 2 mots comment on fait pour faire vivre un team, une équipe comme ça. Alors là, c'est facile, il faut avoir de très bons copains, des amis sûrs et une équipe dévouée. Comment fais-tu pour trouver les budgets? Alors là, j'ai un copain qui s'occupe de ça. Et personnellement, je ne suis pas là parce que je suis sur la route et c'est lui qui se charge de tout. Mais qui vous donne de l'argent pour pouvoir courir sur les Grands Prix? Ah, mais de l'argent, personne. Personne? Non. On nous fournit des pièces, de la mécanique, on se le gagne en faisant des t-shirts, des pins, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment uniquement pour le plaisir? C'est le plaisir du camion. Et vous faites tous les Grands Prix? Pour nous, le Castellet, c'est notre premier Grand Prix et on ne le changera pas pour aller à n'importe où. On fera le Castellet en premier tous les ans. La deuxième course de l'épreuve nationale compte pour la Coupe de France, créée il y a 2 ans. Gérard Cuinet, Noël Crozier, Jacques Perret, absents à la première course, ont rejoint le peloton des pilotes français. Ils sont installés en fond de grille. Le challenge pour eux sera tout simplement de remonter sur la tête de la grille. En tête de cette grille, Christophe Joulier, à ses côtés, Nicolas Crozier. Dans quelques secondes, le départ va être donné. Derrière eux, Olivier Robineau et Michel Maudoui. Puis ensuite, Alain Buffat. Voilà dans les virages. Et maintenant, le départ est lancé. Fulgurant départ de Christophe Joulier, Nicolas Crozier en deuxième position. Olivier Robineau tente l'impossible vers l'intérieur. Il est passé devant Michel Maudoui. Derrière, Gérard Cuinet. Gérard Cuinet déjà a passé. Le voilà qui justement est en train de revenir sur la tête de la course. Nous avons passé quelques tours. Il vient de passer Nicolas Crozier. Il est à la recherche maintenant devant de Christophe Joulier. Gérard Cuinet va donc remporter indiscutablement cette course de l'épreuve nationale. Il va signer un temps de 1:42:17 devant Noël Crozier, lui aussi revenu sur la tête de la course. Et troisième, Jacques Perret, encouragé par les spectateurs. Voilà, eh bien, mesdames, messieurs, l'ovation bien sûr pour Gérard Cuinet, pour Noël Crozier et Jacques Perret. Et pour les nationaux, hip hip hip, hip hip hip, hip hip hip. Et tour d'honneur des champions, ovationné par des milliers de spectateurs sur le camion podium MAN aux couleurs de Total. Depuis leur création, les courses de camions sur le circuit Paul Ricard accueillent la plus importante concentration européenne des plus beaux camions et de leurs traditionnels défilés, tant prisés du public sur ce macadam encore chaud du passage des monstres. And I knew I'd seen the real thing when I saw Lucky play. D'année en année, la participation des inconditionnels de l'aérographe augmente pour les plaisirs des professionnels et amoureux des beaux camions. Ces camions sont réalisés par des magiciens de l'aéro, des peintres de l'impossible, qui ont choisi pour toile de fond la carrosserie des camions. C'est leur dada et tels de véritables artistes, ils peignent inlassablement tracteurs et semi-remorques, rendant plus proches encore les rêves des truckers. L'aventure est leur domaine, car ces chefs-d'œuvre ambulants sillonnent les itinéraires d'aveugles du transport pour dédier le talent de leur maître à la perception de tous les hommes de la route. I did the same thing too. You get the music and the road in your blood, and it's easy to break the rules.
saying anything. I've seen that look that's in his eyes and the lines upon his face. Somebody said that he was just a kid who had it all too soon. But now he's just a dangerous man, alone in a rented room. There he goes, he's on his way. Yeah, he's gonna try and make it to the stage. Yeah, yeah, there he goes, he's lost his way. Well, I hope you find yourself again someday. Yeah, yeah, oh, hang on, Lucky, man, you can really play. God bless you, Lucky. Tomorrow's a brand new day. Lucky was a guitar playing kid from Arkansas. He was the quickest and the slickest, straightest kid that I ever saw. I met him in St. Louis, down at the Hidden Ace, and I knew I'd seen the real thing when I saw Lucky play. I said that guitar will take you a long, long way if you don't let the speed and the whiskey and the broken hearts get in your way. He said, man, that kind of stuff, it just slows me down. I just want to play this box a lot and let it pay my way downtown. There he goes, he's on his way. Yeah. Pour cette très grande concentration européenne, plus de 100 camions, plus de 100 engins venus de toute l'Europe ont donné l'occasion aux chauffeurs, souvent des pros de la route, de prouver l'amour de leur métier, leur passion pour leur camion et même leur fierté de faire partie d'une grande famille. Jamais en effet participation n'avait été aussi massive. 46 tracteurs, 21 porteurs, 20 semi-remorques, 15 camions américains, une bonne vingtaine de camions anciens, quelques dépanneuses et même un tracteur agricole unique en son genre, ainsi que d'autres bizarreries, ont élevé sans aucun doute ce 10e défilé au rang des plus rarissimes. Last time I saw him, he was talking fast, but he wasn't saying anything. I've seen that look that's in his eyes and the lines upon his face. Somebody said that he was just a kid who had it all too soon. But now he's just a dangerous man, alone in a rented room. There he goes, he's on his way. Yeah, he's gonna try and make it to the stage. Yeah, yeah, there he goes, he's lost his way. Well,
was the quickest and the slickest, straightest kid that I ever saw. I met him in St. Louis, down at the Hidden Ace, and I knew I'd seen the real thing when I saw Lucky play. Said that guitar will take you a long, long way if you don't let the speed and the whiskey and the broken hearts get in your way. He said, man, that kind of stuff, it just slows me down. I just want to play this box a lot and let it pay my way downtown. There he goes. He's on his way. Yeah, they're gonna stand in line to see old Lucky play. Got in deep like I knew he would have. I did the same thing. You get the music and the road in your blood, and it's easy to break the rules. You trade the sunshine for neon, and you go where the highway calls. All of a sudden, he's a long way from Arkansas. There he goes. He's on his way. Hey, look out, Lucky. Now it's a different game. Last time I saw him, he was talking fast, but he wasn't saying anything. I've seen La nostalgie était aussi au rendez-vous de cette grande fête. Les plus beaux joyaux de la collection unique au monde de la Fondation Marius Berlier à Lyon étaient également présents. Grâce à l'extrême gentillesse de Paul Berlier, ainsi qu'à celle de nombreux transporteurs collectionneurs, le public a pu découvrir des véhicules anciens de toute beauté qui ont construit notre mémoire collective. Lucky was a guitar playing kid from Arkansas. He was the quickest and the slickest, straightest kid that I ever saw. I met him in St. Louis, down at the Hidden Ace, and I knew I'd seen the real thing when I saw Lucky play. Said that guitar will take you a long, long way if you don't let the speed and the whiskey and the broken hearts get in your way. He said, man, that kind of stuff, it just slows me down. I just want to play this box a lot and let it pay my way downtown. There he goes. He's on his way. Yeah, they're gonna stand in line to see old Lucky play. Got in deep like I knew he would have. I did the same thing too. You get the music and the road in your blood, and it's easy to break the rules. You trade the sunshine for neon, and you go where the highway calls. All of a sudden, he's a long way from Arkansas. There he goes. He's on his way. Hey, look out, Lucky. Now it's a different game.
Tous ces camions sont venus parfois de très loin pour concourir tant pour leur décoration externe que pour l'aménagement des cabines. 3 grands moments pour cette fête des camions décorés. Leur exposition sur le paddock, le défilé ou le concours récompensant les 4 catégories de camions. Semi, camions et remorques, les tracteurs en solo, les porteurs, camions rattachés à la remorque et les utilitaires légers. Vous avez de la chance, hein. Pierre, vous venez de quelle région? France. 2 camions. Voilà, nos amis de Figeac. Allez, ça un peu, hein. Superbe chauffeuse, comme on dit. Superbe camion aussi. Quelle carrosserie! Oh, du camion! Vitacroc, la salade choc! Nos amis venus de l'Hérault, de restaurant! Pardon! Ils ont signé ces chefs-d'œuvre. Ils s'appellent Grémillet, Chrysalide, Baudet, Vent-Nuvel ou Barroyer, ou bien d'autres encore, ou encore les élèves du lycée professionnel Frédéric Mistral.
Voici maintenant l'entrée en piste des concurrents de la classe 1, c'est-à-dire les camions dont la cylindrée va jusqu'à 11 950 cm3. Ils ont pour nom Gérard Cuinet, Hans Marwitz, Jacques Perret, Manuel Santos, Richard Walker, Alexander Martin. Le meilleur temps aux essais chronométrés a été réalisé par Gérard Cuinet en 1:41,49, suivi de Hans Marwitz 1:42,07 et Jacques Perret 1:43,40. C'est vous dire que la bagarre va être intense, le spectacle va être grandiose. Sur la ligne de départ, Gérard Cuinet, Hans Marwitz, ils se regardent. Moteur. L'évacuation de la piste et ensuite le tour de mise en place sur la grille, le tour de départ derrière le fast track. Chaque concurrent, chaque pilote doit bien se contenir, ne pas s'énerver surtout et conserver sa place. C'est un règlement bien précis à respecter. Le fast track va s'effacer, le feu reste rouge, le départ est donné, au feu vert on accélère et là les chevaux vont parler. C'est toujours rouge. Quand le hurlement devient aigu, juste à la limite du supportable, que les gommes fondues commencent à dessiner leurs arabesques sur le bitume, le spectacle atteint son paroxysme et le tout devient sublime. Ces camions qui se prennent pour des monoplaces sur un circuit qui a longtemps accueilli la Formule 1, ce sont les cœurs de tous les sports mécaniques qui battent à l'unisson. La Coupe d'Europe FIA-FISA des courses de camions, plus couramment appelée la Formule Camion, est une série d'épreuves de vitesse régie conformément au code sportif international, aux règlements et décisions de la FIA, ainsi qu'aux règlements particuliers de l'épreuve. Et sur la piste, à cet instant de la course, Gérard Cuinet est toujours en première position. Il y restera de bout en bout jusqu'au passage du drapeau à damier. En seconde position, Jacques Perret qui fait une course remarquable. Troisième position, Hans Marwitz qui tente l'intérieur, qui va passer et ravir la seconde place. Jacques Perret se sera bien battu. Il aura dû tout simplement laisser sa position face à un Hans Marwitz très motivé. Et on verra plus tard qu'il va se battre corps et âme et quelquefois plus corps que âme. Nous sommes maintenant dans l'avant-dernier tour, juste avant l'arrivée. En principe donc, victoire de Gérard Cuinet. Et pourtant, du côté du team Mercedes et du côté des commissaires, on paraît quelque peu inquiet. En effet, tout à l'heure, donc, l'examen de la vitesse conclura à un dépassement de 3 km/h pour Gérard Cuinet. Il reste un petit peu plus d'un tour à parcourir pour Gérard Cuinet et Hans Marwitz. Ils resteront dans cette position jusqu'au passage du drapeau. À cet instant, plus qu'un tour maintenant à parcourir pour Gérard Cuinet. Un tour également pour Hans Marwitz. Voilà, il franchit la ligne. Le team Mercedes, Jean-François Chambon, responsable technique, Michel le mécano, Philippe Beillan, team manager, vont se rendre auprès de Gérard Cuinet. Gérard et son team qui ont été et qui sont toujours, avec quelques autres, au cœur de la dure bataille du carburant affiné pour réduire les risques de pollution sur la route, pour arriver jusqu'au carburant vert et pour pallier au terrible paradoxe des poids lourds face à l'écologie.
Gérard Cuinet mérite bien les félicitations de son épouse et de tous ses amis. Mais dans quelques minutes, il va apprendre qu'il sera pénalisé de 10 secondes. 163 km/h. Oui, donc premier Gérard Cuinet. Deuxième Hans Maurits. Marc, il va falloir voir le premier micro. Hein. Jacques Perret. Mina Kuopala à ses côtés, Christophe Joulier. C'est bien ça. Qu'ils viennent du monde de la route ou du transport, du rallye ou de la Formule 1, du karting ou de la moto, ils sont tous rongés par la même passion, celle de célébrer chaque année le culte des bahuts gavés de chevaux sur le Paul Ricard ensoleillé. Pour la 10e fois consécutive, la piste va trembler sous les décibels des tohu-bahuts, orchestrés par des virtuoses en costume de scène, maniaques de la précision, princes du contrebraquage et de l'adresse. Ils sont au cœur de la vulgarisation technologique optimale. Et pourtant, ici, aucune fausse note de sophistication, aucune grosse tête, que des gros bras qui, quoique professionnels, restent toujours de sublimes amateurs pour déblayer cette piste aux géants à pas de mammouth, dans le but ultime de vénérer le culte de la passion. Pour la classe 2, les camions dont la cylindrée vont jusqu'à 14 100 cm3 et démarrent à partir de 11 951 cm3, les pilotes s'appellent Frankie Wojciech, Noël Crozier, Arilio Starinen, Boye Ovebrink, Christophe Joulier et Mina Kuopala, la seule concurrente féminine. Quelle bagarre! Quelle bagarre au moment de la première course internationale entre Frankie Wojciech et Arilio Starinen. Noël Crozier est en 3e position. Frankie Wojciech est toujours en première position, pressé mais véritablement dans les bavettes par Arilio Starinen. Un spectacle éblouissant pendant une douzaine de tours. Vous allez voir ces trois concurrents l'un contre l'autre, l'un derrière l'autre, impressionnant d'adresse et surtout un chassé-croisé superbe. Il nous aura été donné de vivre certainement un des plus beaux moments que nous ayons eu à vivre depuis 10 ans de Grand Prix du Camion. Voilà, attaque maintenant donc de Arilio Starinen. Frankie Wojciech est toujours en tête. Noël Crozier tente de passer à l'intérieur. On se touche, on se frictionne. Arilio Starinen n'est absolument pas impressionné. Et derrière, le spectacle continue pour les autres concurrents. Il y aura eu un autre spectacle à l'arrière. À l'avant de la course, toujours Frankie Wojciech en tête. Arilio Starinen est en train maintenant de préparer son attaque. Derrière, Mina Kuopala avec Christophe Joulier. Voilà, attaque maintenant de Arilio Starinen qui passe. Et durant toute cette épreuve, à l'intox, derrière Mina Kuopala, Christophe Joulier, toujours, si je puis dire, au coude à coude. Arilio Starinen est en tête. Frankie Wojciech en 2e position. Noël Crozier se fait toujours pressant. Il reste en embuscade. Noël, tantôt un petit peu en difficulté. Il faut dire que la pression durant cette course a été impressionnante. Noël Crozier attaque, tente de passer. En dérapage, Arilio Starinen, Frankie Wojciech et Noël Crozier qui tentent au dernier moment de passer et qui ne réussit pas. Fin de la compétition, fin de l'épreuve, fin de la course sur une victoire superbe d'Arilio Starinen. Quant à Christophe Joulier, il aura eu le dessus sur Mina Kuopala.
Un peu de spectacle pour rentrer au paddock. On revient dans la ligne des stands. Noël Crozier, cependant, doit être un peu déçu. Il n'a pas réussi l'impossible. Noël Crozier n'a pas réussi à passer. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans la dernière virage? Ah bah là, j'ai un camion qui est super bon. La classe 3 comprend les camions dont la cylindrée va de 14 101 cm3 jusqu'à 18 500 cm3. Les pilotes s'appellent Marcus Ostreich, Gerd Körber, Steve Parish, Heinz Deinhardt, Heinz Werner Lenz et Richard Franklin. Le départ est donné. C'est Marcus Ostreich qui va prendre l'avantage. Marcus Ostreich est en tête. Non, il est passé, oh là là, il est passé par Gerd Körber. Gerd Körber qui semble avoir quelque peu volé son départ. Vous l'avez aperçu complètement à l'extérieur. Il a dépassé les limites de la piste. Difficulté également pour Steve Parish, presque en sortie. Marcus Ostreich en a fait les frais. Marcus Ostreich est actuellement devant Steve Parish, puis Axel Eggman. Ah, que de bagarre. Il semblerait donc effectivement que Gerd Körber ait quelque peu volé son départ. Oui, drapeau rouge. Drapeau rouge signifie bien évidemment, dans les règlements de la compétition automobile, arrêt total de la course. Steve Parish, oh là là, Steve Parish a un problème. Marcus, drapeau rouge. The start was bad and it was dangerous. When you come round, you must hold position. When the light goes to green, you may go. No. Good. Good. It was not you. Okay? You must keep the distance and you must keep the position. Otherwise, it is very dangerous. Now, we go again and we try again. And if it's not right, we go again. But you must hold the position. It is not a racing start, it is a rolling start. When the light goes to green, then you start. Nouveau départ, le Pest Truck s'efface. Toujours sur la première ligne, Marcus Ostreich, Steve Parish qui se place immédiatement derrière Marcus Ostreich. Gerd Körber est en train également de faire l'extérieur. Il repasse une deuxième fois, cette fois-ci complètement régulièrement. Gerd Körber est en tête. Il est devant Marcus Ostreich, devant Steve Parish. Derrière Axel Eggman, Heinz Deinhardt, Heinz Werner Lenz. Et Gerd Körber maintenant donc est en tête. Les premières émotions au début de cette course de la classe 3. On l'a vu avec un Gerd Körber très motivé. Marcus Ostreich est en seconde position. Et on sent à travers les images que nous voyons maintenant une tension terrible certainement dans les camions. Il doit se passer énormément de choses et sous les casques, ça doit être assez difficile à vivre. Gerd Körber est toujours en tête. On s'observe, on est en train certainement de préparer la suite des affrontements. Les pilotes semblent être très concentrés. Marcus Ostreich se fait de plus en plus pressant. Il est véritablement maintenant dans l'arrière du camion de Gerd Körber. Steve Parish aussi, il tente de passer vers l'extérieur, il ne réussit pas, il revient sur l'intérieur. Steve Parish va certainement attaquer maintenant. Et Gerd Körber est toujours en tête. Voilà, les camions maintenant sont plus qu'au nombre de 3. Le vide a été fait derrière. Axel Eggman n'est plus très dangereux pour l'instant. Et attaque, voilà, attaque, on l'attendait cette attaque de Marcus Ostreich. Il est en train de passer Gerd Körber. Gerd Körber est en train à nouveau de tenter l'intérieur. Il ne réussit pas. Marcus Ostreich est toujours en tête, il a le dessus. Steve Parish immédiatement derrière Gerd Körber.
Axel Eggman est en train de se faire très pressant également derrière Steve Parish. Et visiblement, pour l'instant, il en fait quelques frais. Et il ne passe toujours pas. On semble s'assagir. Et Marcus Oestreich remporte cette course devant Gerd Korber et Steve Parish. Mais cela, bien évidemment, repose toute la question de la sécurité. Très fort, Marcus, Gert, Steve, les trois premiers, le fabuleux podium de la catégorie C. Ils n'étaient pas nombreux, mais quelle qualité! Aujourd'hui, la sécurité est présente de la première à la dernière minute du Grand Prix. Ici, Tony Hidon, délégué permanent FISA, rappelle des règles obligatoires de sécurité. Et ici, François Monchablon, le chargé des relations avec les concurrents, signe une feuille sanctionnant une conduite antisportive. Les teams sont aujourd'hui structurés. L'engagement de bon nombre de constructeurs, devenu une réalité, et des pilotes prestigieux ont rejoint le rang des grosses caisses. Avec des moteurs avoisinant parfois les 1500 chevaux, leur vitesse en course reste limitée à 160 km/h. Des tachygraphes installés à bord des véhicules permettent le contrôle très précis de la vitesse après chaque course. Le moindre dépassement est sévèrement sanctionné. Ce disque est un disque spécial fait par Mannesmann Kinsley et il prend les vitesses du camion sur 1 heure. Normalement, un disque, ça prend sur 24 heures. Là, il prend sur 1 heure, donc ça nous donne un zoom, un éclaté d'une heure de course assez réel. Et on peut voir les différentes vitesses des camions. Après cela, on vérifie avec le microscope pour voir si c'est bien exactement la vitesse indiquée. On a des graduations sur le microscope que vous avez vu tout à l'heure. Et nous, ça nous permet de dire qu'il a dépassé la vitesse. Et ensuite, nous faisons un rapport cohérent à la direction de course. Et c'est au directeur de course de donner la pénalité, qui est une pénalité forfaitaire de 10 secondes pour le premier dépassement de vitesse, de 20 secondes pour le deuxième dépassement de vitesse, et pour le troisième dépassement de vitesse, s'il y a un troisième dépassement de vitesse, une pénalité plus importante qui est l'exclusion du camion. Vous avez gagné, mais vous êtes pénalisé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière tour? J'ai gagné et j'ai perdu. Ça, c'est drôle. C'est dans le dernier tour, dans le deuxième tour, où je me suis un peu déconcentré. Dans la courbe de signe, j'ai vu une courbe qui passe à 160. On est obligé de tenir en accélération parce qu'on est en piste. Et là, j'ai eu un petit moment où je me suis un peu oublié et j'ai passé à 162 au lieu de 160. C'est difficile. Mais donc, j'ai eu la sanction. Comme Prost à Monaco, 10 secondes de pénalité, mais j'ai eu de la chance qu'il m'arrête pas. Et j'avais seulement 9 secondes d'avance. Et donc, je suis deuxième. C'est un peu frustrant, mais c'est le sport, je l'accepte normalement. Depuis toujours, les pneumatiques sont un élément indispensable dans la performance des camions. Sachez que près d'une centaine de pneus sont nécessaires pour une saison et pour chaque team. Les plus grands fabricants sont présents et comme en Formule 1, des pneus pour terrain sec et pour terrain humide sont nécessaires. Côté moteur, l'escalade en matière de turbo, d'autres systèmes de refroidissement ou d'ABS a rendu obligatoire des règlements draconiens. Ces règlements étant précisés, les efforts incessants en matière de sécurité ont fait naître des engins bardés de barres et arceaux de sécurité ne servant plus qu'à la compétition. La Formule Camion aujourd'hui, c'est plus de 2000 tonnes de matériel lourd. C'est une armada d'écuries et de teams aux porte-chars impressionnants, transportant des bêtes de course, devenus de véritables laboratoires ambulants pour la recherche en matière de sécurité. Ce sont des progrès incessants en matière de freinage, de réduction de la fumée, d'amélioration du confort des cabines. La Formule Camion aujourd'hui est un véritable banc d'essai pour toute une industrie au poids économique non négligeable, soucieuse de sécurité absolue.
D'année en année, des teams professionnels ont investi le paddock. Mais la convivialité règne à chaque instant. Parents, amis, mécanos et même visiteurs forment la grande famille de la compétition camion. En cas de pépin ou de coup dur, on porte immédiatement assistance. C'est ainsi que leurs visages sont aussi familiers que ceux des pilotes. Les papas Corber, Eggman ou Santos sont des figures incontournables et des plus sympathiques du paddock. Dave Atkins ou Philippe Beillan, les team managers de Steve Parish et de Gérard Cuinet, sont aussi connus que leurs pilotes. Et quand il faut réparer les mécaniques du fiston, ils n'hésitent pas à s'y plonger, comme le papa de Manuel Santos, qui prenait tranquillement des photos, obligé de devenir mécanicien d'un instant pour tout simplement secourir son fils en difficulté. L'épreuve de mécanique, en quelque sorte l'hommage aux mécaniciens qui sont dans l'ombre des pilotes, l'épreuve de mécanique se déroule traditionnellement le dimanche matin. Très prisés par le public, les spectateurs n'hésitent pas à envahir les tribunes de très bonne heure. La suprématie des pilotes français dans l'épreuve de mécanique n'est plus à démontrer. Celle-ci compte pour le classement général du Grand Prix de France. Aussi, les teams sont particulièrement soucieux de réaliser des temps honorables. Pour la mécanique, on concourt tracteur seul et toutes classes confondues. L'épreuve comprend le démontage et le remontage de l'une des roues avant, avec goujon, pas et écrou de fixation de roues standard obligatoire. Le choix de la roue gauche ou droite est déterminé par les organisateurs au début de l'épreuve. Les conducteurs prennent place sur la piste dans l'ordre qui leur est affecté. Les mécaniciens calent les roues, procèdent au démontage de la roue avant à l'aide de l'outillage de bord fourni de série avec le véhicule et bien sûr, comme vous le voyez ici, au remontage et ceci le plus rapidement possible. Pour le team Aravi, l'amicale Rhône-Alpes véhicule industriel, la mécanique est depuis de nombreuses années l'épreuve fétiche. Qu'il s'agisse de Jean-Paul Girard, l'un des anciens du team, ou de Jacques Perret, le premier pilote, leur rapidité n'a à ce jour jamais trouvé d'égal. Vainqueur encore cette année en 1993, le team Aravi avec Jacques Perret. Vous venez de gagner l'épreuve mécanique. Est-ce que vous vous entraînez pour ça? Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine préparation. Et hier soir, nous avons fait un petit entraînement pour dire de se remettre un peu les mouvements et tout. Oui. C'est surtout ça. Bah, apparemment, ça a payé. Ça paye, oui. Ça paye toutes les années d'ailleurs. Tous les ans, vous gagnez? En principe, oui. Que ce soit ici ou dans d'autres circuits où on a l'occasion de faire des épreuves mécaniques, on est toujours dans les premiers. La première course de la classe 3 nous avait déjà donné du spectacle. La deuxième s'annonce encore plus disputée. Le départ dans quelques secondes va être donné. Marcus Ostreich est aux côtés de Gerd Korber. Derrière, Axel Eggman. Steve Parish, que vous voyez sur la gauche. Steve Parish attaque. Marcus Ostreich est en train de prendre l'avantage sur Gerd Korber. Tout le monde veut bien sûr passer dans le virage, c'est impossible. On est obligé de rester calme encore pour l'instant. On commence à se décider. Gerd Korber a peut-être pris l'avantage. Non, Marcus Ostreich est resté devant. Steve Parish aussi. Oh là, Gerd Korber est coincé entre Marcus Ostreich et Steve Parish. Heinz-Werner Lenz ferme la marche. Gerd Korber est en train de tenter l'impossible. Mais Marcus Ostreich est devant Axel Eggman. Dès le début de cette course, on a véritablement l'impression qu'il va se passer véritablement quelque chose. Entre Gerd Korber et Steve Parish, il semble que l'explication risque d'être douloureuse. Quelle bagarre! Gerd Korber a perdu l'avantage cette fois-ci sur Steve Parish. Heinz-Werner Lenz tente l'impossible sur Heinz Denhardt.
Et l'impossible est arrivé, le possible aussi. Voici Heinz Denhardt et Heinz Werner Lenz en tête à queue, spectaculaire certes, à la limite de la sécurité. On retrouve Heinz Denhardt et qui continue. Oh, le duel est superbe certes, mais que de tôle froissée, que d'irrégularité. On revient sur la tête de la course. Marcus Oesterreich est toujours devant Axel Eggman. Avantage sérieux pour les deux concurrents. Devant Steve Parrish et Gerd Korber. Deuxième explication, visiblement dans la course. Si derrière, entre Heinz Denhardt et Heinz Werner Lenz, c'est la bagarre entre Steve Parrish et Gerd Korber, c'est aussi véritablement le duel. Un duel annoncé. Et on revient sur l'arrière de la course. Heinz Werner Lenz ne veut pas se laisser faire. Steve Parrish, Gerd Korber. Et voilà, ce qui devait arriver arrive maintenant. On continue. Ah, c'est véritablement dans l'irrégularité la plus totale. Quelle explication! Heinz Denhardt, Heinz Werner Lenz à l'arrière. Et devant, Marcus Oesterreich, Axel Eggman. Jusqu'où iront-ils? Les mécaniques doivent souffrir terriblement, les carrosseries n'en parlons pas. Et Marcus Oesterreich, devant Axel Eggman, remporte cette course. Que de duels, que d'explications, que de tôle froissée, que d'irrégularité. Et on n'est pas au bout. Heinz Werner Lenz pousse Heinz Denhardt dans la dernière ligne droite. Heinz Denhardt est furieux. Heinz Denhardt spectaculaire certes, mais dangereux. Retour à la classe 1. On se souvient qu'à la première course, Gérard Cuinet, que l'on voit ici, avait été pénalisé de 10 secondes pour avoir dépassé la vitesse prescrite. Richard Walker est en train de donner le dernier conseil à ses mécaniciens. On prépare le départ pour la deuxième course, classe 1. Gérard Cuinet aux côtés d'Hans Marwitz. Le départ n'est toujours pas donné. Oh, il semble que Hans Marwitz soit démarré légèrement plus tôt que Gérard Cuinet. Hans Marwitz a pris le dessus sur Gérard Cuinet. Hans Marwitz semble être en tête maintenant. Derrière lui, il y a Jacques Perret, Alexander Martin. Voilà, Hans Marwitz est en tête devant Gérard Cuinet. Jacques Perret en troisième position. Richard Walker, le ZIL. Gérard Cuinet est en train de tenter de passer. Gérard Cuinet attaque maintenant Hans Marwitz. Oh, ça va être difficile le passage. Et il ne réussit pas. Il est véritablement dans les bavettes de Hans Marwitz. Hans Marwitz semble bouchonné. Gérard Cuinet ne peut absolument pas passer. Hans Marwitz ferme la porte. Gérard Cuinet est obligé de freiner. Pourtant, le Mercedes semble avoir un tout petit peu plus de puissance que le MAN. Mais indiscutablement, Hans Marwitz ferme la porte. Voilà, attaque maintenant donc de Gérard Cuinet. On ne revient pas. Gérard Cuinet freine au dernier moment. Oh là, freinage de Hans Marwitz qui pratiquement est à l'agonie. Il est sorti Hans Marwitz. Il revient sur la piste. Oh là là, ça risque d'être très difficile. Voilà maintenant, tête à queue. Et accident donc
Hans Marwitz est revenu sur la piste, a tenté de couper le passage. Oh ben on revoit au ralenti justement cette action. Freinage de Hans Marwitz. Touchette. Gérard Cuinet rentre dans l'arrière du camion de Hans Marwitz. Hans Marwitz se sort. Caméra embarquée dans le camion de Gérard Cuinet. Tête à queue. Et Hans Marwitz embroche donc en quelque sorte le camion de Gérard Cuinet. Oh, certainement, voilà, beaucoup de dégâts pour Gérard Cuinet. Certainement que la course va être interrompue. On ressort donc le camion de Hans Marwitz qui semble avoir énormément souffert. Il a chevauché les glissières de sécurité. Et un nouveau départ va être donné donc sans Hans Marwitz. Gérard Cuinet. Manuel Santos que l'on retrouve, il n'avait pas participé à la première course. Jacques Perret est en train de faire l'extérieur. Jacques Perret est en deuxième position, il n'a pas réussi à passer. Manuel Santos est en troisième position. Il a réparé sa boîte de vitesse, elle était cassée lors des essais. Il n'avait pas réussi à participer à la première course. Toujours Gérard Cuinet devant, suivi de Jacques Perret. Alexander Markin qui a passé Manuel Santos. Voilà Alexander Markin avec son ZIL et Gérard Cuinet qui passe la ligne en tête devant Jacques Perret et Alexander Markin. Mais Gérard Cuinet n'est pas encore au bout de ses surprises et de sa malchance. Ça va, regarde, je t'ai même pas tout là. Et tac, tu vois, dis. Oh bah oui, il a freiné avant, il s'est même sur le camion, on fait ça. Oh là c'est ça. Ah non. Aujourd'hui, je suis sanctionné, la fédération vient de décider de m'annuler cette course. Je suis vraiment déçu. Je pensais que bon, on pouvait être sportif et je me rends compte que Marwitz est vraiment un anti-sportif. Je suis plus rapide que lui cette année, même ma foi, c'est-à-dire il aurait mon matériel peut-être et peut-être qu'il serait dans la même situation. Mais bon, j'ai le matériel, je suis motivé, je veux gagner, je veux être champion d'Europe cette année. On se donne tous les moyens, mais en fait, l'anti-course dont il fait preuve, c'est quelque chose de vraiment anormal. Ligne numéro 4, Romino. Deuxième course de la classe 2 avec la grille de départ. On retrouve Arilio Starinen, Frankie Wojciech, Noël Crozier, Christophe Joulier. Le départ est donné maintenant. Les concurrents s'élancent. Superbe départ du 6 août de Arilio Starinen. Et il prend le dessus, l'avantage sur Frankie Wojciech et Noël Crozier. En troisième position, et pour l'instant, les choses ne sont absolument pas déclarées. Pour l'instant, tout le monde se surveille. À l'arrière, Christian Saron. Christian Saron fait ses débuts en compétition camion. Assez difficile pour lui. D'autant qu'en moto, on freine au dernier moment et avec un camion, c'est beaucoup plus délicat le freinage. Minaki Opala. Toujours en compagnie de Christophe Joulier, ils ne se seront pas quittés du week-end. Pour l'instant, elle a l'avantage sur Christophe Joulier. James McAlpine, spectaculaire également. Pascal Robineau. Et attaque maintenant de Boyer-Webrink sur Christophe Joulier. Boyer-Webrink qui fait l'extérieur. Oh, ça va être difficile. Olé, superbe dérapage de Boyer-Webrink. Quelle adresse. Et belle bagarre à l'arrière. Revoici Christian Saron, un tout droit à la sortie de la ligne droite des stands. Et on revient sur la piste. On retrouve le 6 août maintenant de Arilio Starinen. Un pilote spectaculaire. Derrière lui, Frankie Wojciech. Remontée de Christian Saron. Contre James McAlpine plus exactement. Et James McAlpine qui tente l'intérieur. James McAlpine qui sort et qui coupe le circuit à London. Superbe passage du 6 août de Arilio Starinen.
et qui remporte cette course devant Frankie Wojciech. Et Noël Crozier, troisième une nouvelle fois pour la deuxième fois du week-end. Noël Crozier, on attend beaucoup de lui dans les prochaines années. Quatrième, Mina Kuopala, la seule concurrente féminine. Belle prestation. Puis Boyo Webrink. La courbe à Noël Crozier. Richard Walker, Christophe Julier, Hans van der Marwitz, Manuel Santos, Heinz Denard, Mina Kuopala, Gerd Korber, Et au départ de la grande finale, le feu passe au vert. Superbe départ, superbe attaque de Richard Walker. Oh, quel pilote! Richard Walker vient de prendre l'avantage devant Christophe Julier, Jacques Perret, Heinz Denard. Ah, Richard Walker qui signe là un magnifique départ. Malgré son handicap, il s'est en effet brisé les deux jambes voici quelques semaines. Il a certes une boîte automatique, mais il est en train de réaliser une magnifique performance. Richard Walker en tête, le voici, devant Jacques Perret, Heinz Denard, Gerd Korber à l'attaque. Et Heinz Denard qui a poussé, eh oui, Heinz Denard encore une fois, carton rouge, Heinz Denard a poussé Jacques Perret. Emmanuel Santos venu délicatement s'appuyer sur Jacques Perret. Richard Walker peut-être toujours en tête. Ah, il est passé maintenant, Heinz Denard, Steve Parish passe devant Richard Walker. Il est vrai que cette grille de départ dans cette grande finale est inversée, c'est-à-dire que les meilleurs concurrents partent en fond de grille. Heinz Denard, Steve Parish. Va-t-on revivre l'explication qui tout à l'heure a été certes spectaculaire entre Heinz Denard et Heinz Werner Lenz, ou entre Steve Parish et Gerd Korber, cette fois-ci avec le pilote anglais et le pilote allemand. Et voilà Steve Parish qui attaque maintenant et qui est en train de passer Heinz Denard totalement à la régulière. Avec un superbe geste technique, Steve Parish est devant. Heinz Denard en deuxième position. Noël Crozier maintenant. Noël Crozier est en train de remonter, est en train de faire son retard. Attaqué par Hans Marwitz. Ah, ils sont sur la même ligne, pratiquement au coude à coude. Richard Walker juste devant Noël Crozier et Hans Marwitz. Il y a déjà eu au cours de ce week-end une explication entre Hans Marwitz et Noël Crozier. Ils sont l'un à côté de l'autre. Alain Tox. Hans Marwitz garde l'avantage. Noël Crozier ne peut rien faire, la porte est fermée. Il prend quelques mètres de retard. Christophe Julier maintenant est en train d'attaquer. Christophe Julier aura fait lui aussi une superbe épreuve, un superbe week-end. Noël Crozier attaque Richard Walker. Belle explication. Richard Walker par l'intérieur, vraiment par l'intérieur. Et l'arrivée victorieuse de Steve Parish qui remporte la grande finale du Grand Prix de France. Devant Heinz Denard, deuxième. Hans Marwitz, troisième. Et Noël Crozier, quatrième, qui pour la 7e année consécutive remporte le classement général 10e Grand Prix de France. Le trophée de cette grande finale remis par Gilles Barissa. Voilà le grand maître de ce Grand Prix de camion.
Ensuite, et bien sûr PDG de France Route, Heinz Dénard, seconde coupe. Et troisième, Hans van der Marwitz. Le Grand Prix de France doit sa popularité au magazine France Route, à l'origine de l'introduction des courses de camions en Europe. Et pour fêter dignement le 10e anniversaire du Grand Prix du camion, un magnifique gâteau surmonté de la belle aurore et toute l'équipe du magazine France Route, organisatrice du Grand Prix du camion, 10e du nom, 1993.